Hello Challenger, how are you doing? Moi ça va grâce à Dieu. Nous sommes à la deuxième partie du livre de Gary Chapman intitulé Les saisons du mariage. Dans quelle saison êtes-vous? La deuxième partie parle des 7 stratégies pour améliorer les saisons de votre mariage. Maintenant que nous comprenons les caractéristiques des 4 saisons du mariage, concentrons-nous sur 7 stratégies qui peuvent faire passer notre relation du froid de l'hiver à la chaleur de l'été, de l'incertitude de l'automne à l'enthousiasme du printemps, ou qui peuvent améliorer la qualité de notre couple, quelle que soit la saison dans laquelle il se trouve. Ces stratégies sont inspirées de mes 30 années d'expérience en tant que conseiller conjugal. J'ai vu de nombreux mariages ou remariage prendre la bonne direction grâce à la mise en pratique de ces idées. Il n'est pas absolument nécessaire de les utiliser dans l'ordre indiqué, bien que régler le problème des erreurs passées, stratégie numéro 1, permettent souvent à la relation d'être débarrassée de débris encombrants et prépare le terrain pour la mise en œuvre des autres stratégies. Chaque stratégie est susceptible d'améliorer votre mariage. Je vous suggère de toutes les lire, puis d'y revenir pour choisir celle qu'il vous paraît préférable d'appliquer en premier. Si votre conjoint est prêt à se joindre à vous, ce que vous apprendrez et mettrez en pratique grâce aux 7 chapitres suivants pourrait profondément changer votre relation. Et si votre conjoint ne veut rien avoir à faire avec ce bouquin sur les saisons, la stratégie numéro 7 se relèvera peut-être extrêmement utile. Si vous êtes au printemps ou en été, ces stratégies vous donneront des idées concrètes pour préserver la vitalité de votre couple et le faire croître. Si vous êtes en automne ou en hiver, elles pourront vous guider vers une saison plus chaude et plus agréable. Un mariage croît ou régresse, il ne stagne jamais. Un mariage croît ou régresse, il ne stagne jamais. Vos attitudes et vos actions affecteront vos émotions autant que celles de votre partenaire. Ces stratégies vous inviteront à mettre tous les indicateurs au bon fixe. Stratégie numéro 1, régler le problème des erreurs passées. Tous les couples mariés ont besoin de cette stratégie, mais ceux qui vivent en automne ou en hiver devront passer plus de temps à déterminer et à examiner leurs manquements passés. La plupart d'entre nous pouvons nous identifier à Bruno qui m'a déclaré « Je sais que j'ai commis des erreurs autrefois. » Nous en avons commis tous les deux. Mais ne pouvons-nous pas oublier le passé et nous concentrer sur le présent et l'avenir? Je comprends parfaitement le souhait de Bruno, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Nous devons traiter les erreurs anciennes avant de pouvoir les laisser derrière nous. Sinon, elles continueront de ressurgir. Une fois que nous les aurons résolues, nous pourrons consacrer notre énergie au présent et travailler à embellir le futur. Pendant des années, j'ai utilisé la stratégie exposée dans ce chapitre avec des centaines de couples afin de les aider à traiter de manière réaliste les défaillances du passé. Je suis convaincue que cela est susceptible de vous aider également. S'occuper des échecs d'autrefois nécessite de suivre 3 étapes. L'identification de ses erreurs, étape numéro 1. Numéro 2, la reconnaissance de ses torts. Et numéro 3, le pardon. La première étape peut se révéler la plus difficile. La première étape, identifier les erreurs passées. Pour corriger ces erreurs, il faut d'abord les identifier. Lorsque je soumis cette idée à Bruno, il me répondit « Oh, ce ne sera pas difficile. Hélène ressasse mes fautes à chaque fois que nous discutons. » Peut-être, répondis-je, mais je présume qu'elle ne cite même pas 30% de vos défaillances. Je ne doute pas que ces critiques vous irritent. Vous êtes fatigué de l'entendre parler de vos défauts et vous aimeriez qu'elle les oublie. Mais le fait est que vous n'avez pas procédé vous-même au travail ardu qui consiste à
accepter vos échecs. Cette première approche n'a pas beaucoup plu à Bruno qui rétorqua « Et elle ne fait pas d'erreur de son côté ?» Si, absolument. Je ne connais pas encore votre épouse, mais je suis certain qu'elle a eu des défaillances pour la simple raison qu'elle est humaine. Mais dans l'immédiat, je m'adresse à vous qui avez exprimé le désir de la voir. Oubliez le passé et vivez donc le présent en ayant en vue d'améliorer l'avenir. Je suis en train de vous expliquer comment atteindre cet objectif. Et pour cela, nous commençons à travailler sur vous. L'approche directe que j'ai employée avec Bruno se basait sur une découverte que j'avais faite au cours de ma carrière de conseiller. La réalité, c'est que la plupart d'entre nous sommes capables de lister les défaillances de notre conjoint bien plus facilement que les nôtres. Enlevez d'abord la poutre qui est dans votre œil et vous verrez mieux comment ôter la paille qui est dans l'œil de votre conjoint. Lorsque quelques semaines plus tard, je parlais de ce proverbe à Hélène, la femme de Bruno, elle me dit « Mais ça ne se passe pas comme ça pour nous. Bruno n'a pas une paille dans l'œil. Il a des centaines de bûches. » Je sais que je ne suis pas parfaite, mais le véritable problème dans notre mariage, c'est lui. « Vous avez peut-être raison, répondis-je, mais je ne m'engagerai à aider Bruno à s'occuper de ses erreurs que si vous engagez à vous occuper des vôtres. Je suis prête à le faire, m'assura Hélène, mais je voulais juste que vous sachiez où se trouve le vrai problème. Sans chercher à commenter cette réflexion, je poursuis. Bon, voici des devoirs pour la semaine. Je veux que vous mettiez de côté 2 heures pendant lesquelles vous serez seul. Prenez un carnet et de quoi écrire. Essayez de vous souvenir en quoi et quand vous avez manqué à vos engagements envers Bruno pendant les 17 ans que vous avez passé ensemble. Vous pouvez même remonter jusqu'à la période où vous sortiez ensemble, à celle de vos fiançailles, puis passer au jour de votre mariage, à votre lune de miel, à votre première année en couple et ainsi de suite. Rappelez-vous les occasions où vous vous êtes enfermé dans le silence, les actes qui ont pu le blesser, les paroles méchantes. J'aimerais que vous fassiez la liste de tout ce qui vous vient à l'esprit. Je voudrais aussi vous prévenir que vous aurez tendance à vous disculper en disant « c'est vrai, je n'ai pas toujours été gentil, mais c'est à cause de ce que m'a fait Bruno. Ce n'est pas ma faute. Ça ne compte pas. Si nous voulons traiter les défaillances passées, nous devons les cerner et accepter la responsabilité de notre mauvaise conduite. » Hélène me signifia qu'elle avait compris en quoi consistait sa tâche. Cependant, ajouta-t-elle, je trouve que 2 heures, c'est long. Je ne pense pas que ça me prendra autant de temps. Ne court-circuitez pas le processus, l'ai-je averti. Réservez-vous ces 2 heures. D'accord, dit-elle, mais je ne crois pas que ça prendra 2 heures. J'avais le sentiment qu'Hélène pensait que je ne m'attaquais pas au vrai problème. Néanmoins, elle accepta de suivre ma stratégie. La semaine suivante, elle revint me voir avec sa liste. J'ai trouvé plus d'éléments que ce que j'imaginais, mais il s'agit surtout de détails. Vous venez de franchir la première étape pour la semaine à venir. J'ai de nouvelles tâches à vous donner. Je veux que vous parliez à chacun de vos enfants individuellement. Dites-leur que vous travaillez à améliorer votre mariage. Dites-leur que vous essayez de déterminer les erreurs que vous avez commises et qu'à cette fin, vous aimeriez qu'ils se souviennent des fois où vous avez parlé durement à Bruno ou vous l'avez traité d'une façon rude et injuste. Précisez que vous voulez qu'il dise toute la vérité parce que vous devez être honnête. Ensuite, je veux que vous alliez voir vos parents séparément et que vous leur posiez les mêmes questions. J'ai cru comprendre qu'une fois par mois, vous et Bruno déjeuniez avec eux. C'est exact. Hélène confirma d'un signe de tête. Ils ont donc eu de nombreuses occasions de vous voir ensemble. Demandez-leur de se souvenir des fois où ils vous ont vu traiter Bruno avec dureté et sans amour. Après cela, je veux que vous alliez voir les parents de Bruno séparément avec la même question. Hélène était visiblement irritée.
Je ne sais pas où tout cela nous mènera, ni pourquoi je dois le faire, d'autant plus que le vrai problème de notre mariage, ce sont les manquements de Bruno. Je peux comprendre que mon approche ne vous satisfasse pas. Ai-je dit, mais permettez-moi de vous rappeler que je vois Bruno chaque semaine et que je lui donne les mêmes consignes. Le mariage est une voie à double sens. Aucun de vous n'est parfait et chacun doit s'occuper de ses propres défaillances. La première étape consiste à les identifier et à en prendre la responsabilité. Jusqu'à présent, ni vous ni Bruno ne l'avez fait. Cependant, il me semble que maintenant, pour la première fois de votre vie, vous voulez tous les deux vous occuper sérieusement des échecs qui ont connu votre mariage. Il faut donc maintenant que chacun reconnaisse ses propres erreurs. Hélène respira à fond, puis dit « Vous avez raison, il faut que nous nous occupions de cela, mais faire participer les enfants ainsi que mes parents et ceux de Bruno, en quoi cela peut-il être utile? Ce sont les personnes qui vous connaissent le mieux, ai-je répondu. Et elles sont inquiètes pour votre mariage. En agissant ainsi, vous prouvez à vos enfants votre sincérité et votre bonne volonté et vous leur donnez une chance d'exprimer ce qu'ils ont observé concernant votre comportement au cours des années. Vos parents et beaux-parents seront heureux de savoir que vous essayez de prendre en charge votre part. Et quant à Bruno, quand Bruno s'acquittera de sa tâche, ils verront qu'il fait de même. Ce procédé peut être bénéfique non seulement pour vous, mais également pour vos parents, vos beaux-parents et vos enfants. La démarche suggérée à Hélène et Bruno peut s'ouvrir quelques exceptions. C'est le cas par exemple lorsque les enfants sont encore à l'école maternelle et donc trop jeunes et lorsque les parents ou beaux-parents présentent certains troubles qui les rendent incapables d'objectivité. Vous acquitter de cette tâche dans l'intimité de votre couple serait certes plus facile, mais le but est d'élargir votre perspective de manière à dépasser votre point de vue autoprotecteur. L'opinion d'un de nos proches peut souvent nous ouvrir réellement les yeux sur la façon dont nous traitons notre partenaire. Vous pourriez également avoir recours à un couple ami de confiance. Le mariage n'évolue pas dans le vide. Il touche tous ceux qui ont un lien étroit avec le couple. Je peux vous garantir que vous risquez d'entendre de la bouche de vos enfants et de vos parents, voire de vos amis, certaines choses qui ne vous plairont pas. Vous aurez tendance à vous défendre en disant que leurs propres propos ne reflètent pas l'ensemble du tableau. Ne cédez pas à la tentation de déprécier leur point de vue. Ils vous donnent de bonnes indications sur la façon dont vous vous comportez avec votre conjoint, même inconsciemment. Alors acceptez ce qu'ils disent et inscrivez-le sur votre liste. En donnant ce travail à Hélène, je lui précisais « Je vais vous accorder 2 semaines car cela prend du temps. » D'accord, mais ça sera aussi très dur. Vous avez raison, il n'est jamais aisé de demander à ceux qui vous connaissent le mieux de nous parler franchement de nos défauts. C'est très difficile mais grandement profitable. Avant que les 2 semaines soient écoulées, Hélène m'avait appelé pour solliciter une prolongation d'1 semaine. Quand elle vint au rendez-vous suivant, elle avait entièrement accompli sa tâche. Je ne savais pas que mes enfants, mes parents et mes beaux-parents avaient observé tant de choses sur mon comportement. Certaines de leurs remarques m'ont choquée et quelque peu bouleversée. Mais je me suis souvenu que vous m'aviez demandé de ne pas être sur la défensive. Alors, je m'en suis gardée. J'ai écouté, j'ai écrit et j'ai obtenu une liste plus longue. Je m'en veux d'avoir offert aux enfants une telle image de dureté envers Bruno au cours de ces années. J'estimais que c'était tout ce qu'ils méritaient, mais ce n'était pas bon pour eux de m'entendre parler à leur père ainsi. Je constatais qu'Hélène commençait à voir ses erreurs et à en prendre la responsabilité. « Que vais-je faire de cette liste ?» me demanda-t-elle. Il y a encore une étape. Quand nous avons démarré ce processus,
Vous m'avez dit que le vrai problème c'était Bruno, pas vous. Vous vous en souvenez? Je n'ai aucune raison de douter de vos paroles. Je veux donc que cette semaine, vous fassiez la liste de tout ce que Bruno a fait de blessant à votre égard pendant toutes ces années. Je n'aurai pas assez de papier, dit-elle, riant et pleurant tout à la fois. Je hochai la tête en l'encourageant. Je sais que les actes de votre mari vous ont blessé. Si ça n'était pas le cas, vous ne seriez pas dans mon bureau pour y recevoir des conseils. Je veux donc vous donner l'occasion de faire part de ces souffrances à Bruno, mais voici dans quel esprit j'aimerais que vous le fassiez. Je lui ai tendu une feuille de papier sur laquelle le paragraphe suivant était dactylographié en haut de la première page. Mon cher Bruno, je voudrais te remercier de t'être joint à moi pour consulter un conseil conjugal. Comme tu le sais, Monsieur Chapman nous aide à déterminer nos défaillances respectives et à en accepter la responsabilité. Je peux t'assurer que j'ai à présent une liste plutôt longue de mes manquements envers toi. Cette semaine, il nous est demandé de faire la liste des blessures que nous avons ressenties au fil du temps. Cependant, les miennes, je sais que tu en connais déjà beaucoup car j'ai tendance à les brandir à chaque fois que nous nous disputons. J'établis cette liste non parce que je te déteste, mais parce que je t'aime. Je voudrais que nous soyons capables de laisser le passé derrière nous afin de construire un avenir meilleur. La première chose qui me vint à l'esprit, c'est ... Je demandais à Hélène de lire le paragraphe et de me dire si elle était d'accord. Après l'avoir entendu répondre par l'affirmative, je lui dis: maintenant, je veux que vous écriviez la première phrase ici dans mon bureau. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Eh bien, chronologiquement, répondit-elle, c'est quand il a oublié notre premier anniversaire de mariage. Mais en termes de douleur, c'est son aventure avec une collègue de bureau qui arrive en premier. Et par quoi souhaitez-vous commencer? Je vais procéder par ordre chronologique. D'accord. Voilà comment je voudrais que vous démarriez. 2 points. J'ai ressenti. Comment décririez-vous les sentiments que vous avez éprouvés quand il a oublié votre anniversaire de mariage? Hélène attendit un instant avant de se mettre à écrire. Lorsqu'elle eut fini, je lus cette phrase: j'ai ressenti de la déception et une profonde douleur le jour de notre premier anniversaire de mariage, en constatant qu'à aucun moment de la journée tu n'y as fait allusion. J'ai continué de penser que tu voulais me faire une surprise, mais non. Tu te souviens qu'ensuite nous avons passé la moitié de la nuit à nous disputer. Je sais que j'ai dit des choses horribles cette nuit-là, mais parce que j'étais profondément blessée, je n'arrivais pas à croire que tu aies pu oublier le jour où nous étions mariés. Maintenant, dis-je encore, je voudrais que vous commenciez chaque phrase par « j'ai ressenti » et que vous décriviez les sentiments que vous avez éprouvés quand Bruno a fait ou dit quelque chose de blessant, ou omis de faire ou de dire quelque chose. Ne lui faites pas la morale, dites-lui simplement ce que vous avez ressenti à cette occasion. Vous pouvez faire la liste de tout ce dont vous vous souvenez. Il n'est pas nécessaire que ce soit dans l'ordre chronologique. Ce que je souhaite, c'est que votre liste soit aussi complète que possible. Ça risque de prendre pas mal de temps, dit Hélène en riant. Ça ne fait rien, répliquai-je. De combien de semaines avez-vous besoin? Je pense que 2 suffiront. Très bien, alors on se revoit dans 2 semaines. 15 jours plus tard, je pus lire d'un bout à l'autre la liste des 35 expériences douloureuses d'Hélène. Je l'aide à réécrire 2 d'entre elles, car elle avait commencé ses phrases par « tu m'as fait éprouver » au lieu de « j'ai ressenti ». Je rappelais à Hélène que notre objectif n'était pas de condamner Bruno, mais plutôt de l'informer de ses sentiments à elle. Comme elle avait sauvegardé la liste sur son ordinateur, il lui fut facile de la corriger. Le lendemain, elle déposa sa liste modifiée à son cabinet. La semaine suivante, je donnais à Bruno la liste d'Hélène et à Hélène la liste de Bruno. Lisez cette liste
comme un ensemble de renseignements venant du cœur de votre conjoint. Leur demandai-je, je veux que vous saisissiez ce qu'il ressentait lorsque ces événements se sont produits. Je suppose que vous n'aviez pas l'intention de vous blesser, mais en fait, vous avez vraiment eu mal tous les deux. Je souhaite qu'en vous occupant du passé, vous preniez conscience de la façon dont vos actes ont meurtri l'autre. Et je veux que vous reconnaissiez votre responsabilité dans cette douleur. Je sais que vous n'avez pas eu l'intention de faire du mal à votre partenaire, mais en réalité, ce que votre conduite a occasionné. Lisez la liste que votre conjoint vous a remise où les blessures qu'il ou elle a subies sont énumérées. Puis comparez-le à celles des fautes que vous reconnaissez pour vérifier que vous n'en avez pas omis. Si ça n'est pas le cas, je voudrais que vous les ajoutiez. Le processus qui consiste à identifier les défaillances passées exige du temps et des efforts. Il peut aussi se révéler douloureux. Cependant, nous ne pouvons pas traiter ces échecs tant que nous ne savons pas de quoi il s'agit. Faire participer les membres de notre famille ou des amis de confiance à cette tâche nous aide à voir ce que les autres ont observé de notre comportement, que nous remarquions rarement couché sur le papier. Les douleurs anciennes nous aident à déterminer pourquoi nous sommes tellement blessés et en colère. Faire part de ces sentiments à notre conjoint par écrit peut lui permettre de comprendre plus facilement notre peine sans qu'il soit sur la défensive. Sous-thème, deuxième étape, reconnaître ses torts devant son conjoint. Une fois que Bruno et Hélène eurent échangé leur liste de souffrances et eurent modifié leur propre liste de manquements, ils furent prêts à passer à la deuxième étape de cette stratégie visant à régler le problème des fautes passées. Il s'agissait maintenant pour eux de reconnaître mutuellement leurs torts. La semaine qui vient, leur ai-je demandé, passez 2 heures ensemble pour parcourir la liste de vos erreurs. Reconnaissez ligne après ligne que vous avez eu tort et dites que vous êtes peiné d'avoir blessé l'autre aussi profondément. Ensuite, demandez-vous mutuellement pardon. Ne vous précipitez pas, les ai-je avertis. Prenez du temps pour chaque sujet. Permettez à votre conjoint de vous entendre dire que vous avez eu tort et que vous regrettez de lui avoir fait aussi mal. La seconde instruction que j'ai donnée à Hélène et à Bruno était la suivante. Ne mettez pas en doute la sincérité de votre partenaire. Nous avons des personnalités différentes. Certaines personnes pleurent, par exemple, plus facilement que d'autres. Ne vous attendez pas à ce que votre conjoint s'exprime avec le même langage corporel que vous. Il peut être plus stoïque, mais tout aussi sincère que vous. Décidez de recevoir les paroles de votre partenaire comme un aveu et des excuses authentiques venant du fond de son cœur. Dites-lui que vous espérez rendre votre situation meilleure à l'avenir. Sous-thème, troisième étape, pardonner. Bruno et Hélène étaient à présent prêts à se pardonner véritablement. Je leur ai cependant rappelé, le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision qui consiste à annuler la sanction des erreurs passées et à affirmer à la personne qu'elle est excusée. Pardonner ne signifie pas que vous ne penserez plus jamais à cet événement, ni que la douleur qui accompagne ce souvenir disparaîtra. Pardonner signifie que vous n'en voudrez plus à votre conjoint d'avoir commis cette erreur et de vous avoir blessé. La stratégie numéro 1 s'applique aux 4 saisons du mariage, car nous avons tous des torts qu'il nous faut reconnaître et pour lesquels nous devons obtenir le pardon. Les couples qui se trouvent en hiver et en automne ont parfois accumulé des montagnes de fautes qui n'ont pas été traitées. Ceux qui se trouvent au printemps ou en été doivent s'occuper aussi de leurs erreurs, lesquelles font partie du coût normal de la vie. Au lieu de les laisser
s'amonceler et devenir un frein à l'intimité. Certaines personnes peuvent être terrorisées à l'idée de s'occuper de leurs manquements. Je me souviens d'un mari qui me dit un jour, cela fait 6 mois qu'elle n'en a pas parlé. J'espère qu'elle l'a oublié. Je n'ai vraiment pas envie de revenir sur cette histoire moi-même. Le fait qu'il craignait de mentionner le sujet indique que cette faute n'avait jamais été totalement reconnue ni pardonnée. Que sa femme en reparle un jour ou non, cela resterait de toute façon une guêpe souterraine capable de ressurgir et de piquer. Je sais que traiter les erreurs passées peut être très pénible pour certains, mais le bénéfice que procure l'identification des fautes, la reconnaissance des torts et le pardon est d'une telle ampleur que ces efforts sont justifiés. Si vous avez l'impression de rester bloqué sur ce point, pensez au résultat d'une telle démarche. Vous ne craindrez plus le passé car vous aurez reconnu vos torts et aurez été pardonné. La relation que vous avez avec votre conjoint s'approfondira grâce à la reconnaissance sincère des erreurs, au regret et au pardon. Le pardon rendra possible la restauration de votre relation d'époux. Bruno et Hélène ont suivi la stratégie numéro 1, une étape majeure pour dépasser l'hiver. En fait, pour eux deux, le printemps est revenu presque immédiatement et ils ont commencé à échafauder des plans pour l'avenir. Je les ai toutefois prévenus, bien sûr, qu'ils n'étaient toujours pas parfaits et que l'un des deux pouvait retomber dans une vieille habitude et se mettre à évoquer une défaillance passée, dans le feu de la colère. Mais si cela se produit, leur ai-je dit, reconnaissez que vous n'avez pas respecté votre engagement et demandez pardon. On me demande souvent, et si mon conjoint n'est pas disposé à régler les problèmes du passé? Je répondrai plus complètement à cette question dans la stratégie numéro 7. Mais je voudrais simplement vous dire brièvement ici que vous pouvez influencer votre conjoint par votre propre conduite. Ainsi prend fin la lecture sur régler le problème des erreurs passées. Nous sommes au niveau des 7 stratégies pour améliorer les saisons de votre mariage. C'est avec joie que je vous ai lu. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons de la stratégie numéro 2, adopter une attitude positive. Moi, c'est Souveraine. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à faire partie de cette grande communauté. Shalom chez vous, chers challengers.